Le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire, un sujet préoccupant. Plusieurs actions sont menées par le gouvernement. Enfin, 2 mai 2011, fin de parcours pour Oussama Ben Laden. Le chef du réseau terroriste Al-Qaïda est tué au Pakistan par des militaires américains. Bienvenue, bonsoir à tous. Les enfants sont les premières victimes des accidents de la route. Il faut donc les protéger et les sensibiliser à la sécurité routière. Une campagne a été organisée récemment dans la commune de Cocody. La cible, les écoliers du groupe scolaire Riviera-Golf. C'est une initiative de l'Office de sécurité routière en partenariat avec le club Rotary Abidjan. On en parle avec Doigt de Laser. Main dans la main pour traverser la chaussée, Dame Victorine Dadier et ses enfants se soumettent à cette épreuve tous les jours. Elle accompagne ses enfants à l'école. Cet exercice quotidien pour éviter à ces tout-petits des accidents de circulation. Comme la circulation est difficile, donc chaque matin je le fais. Je les aide à traverser la route pour être rassurés qu'ils sont bien arrivés à l'école de là, je pars au travail. Souvent, il y a des véhicules qui ne sont pas patients. Souvent, même tu es au milieu de la rue et il y a d'autres qui foncent sur toi. Tu es obligé de stopper avec la main pour dire que nous sommes en train de traverser. Donc, c'est vraiment pas facile. De nombreux élèves du primaire des communes d'Abidjan sont confrontés à des difficultés parce qu'ils n'ont aucune connaissance du code de la route. Selon l'Office de sécurité routière, OSER, plus de la moitié des victimes des accidents de la route en Côte d'Ivoire sont des enfants de moins de 10 ans. Les usagers de la route roulent à vive allure, ce qui ne facilite pas la tâche à ces enfants. Une situation que déplorent certains conducteurs. Il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas, mais c'est ceux qui n'ont pas fait l'auto-école qui ne respectent pas. Parce qu'à l'auto-école, on apprend tout ça. On apprend tout ça à l'auto-école. On dit que si tu vois tel panneau, il faut essayer de freiner, il faut essayer d'aller doucement. Il y a une certaine vitesse qu'il faut rouler. Tout ça, ça s'apprend à l'auto-école. On souhaite aussi que les panneaux soient installés. Ça, c'est le véritable même problème de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de panneaux, il n'y a pas de grands panneaux qui signifient que là, il y a quelque chose, là, il y a quelque chose, mais il n'y en a pas. On a besoin de ça. Nous aussi, on a des enfants à la maison. C'est ça, on essaie de ralentir un peu. Il y en a des quartiers aussi, ils ont essayé de mettre dedans à cause des enfants. Mais nous, on regarde que devant il y a l'école, on essaie de ralentir. On ne veut pas qu'on touche les enfants, puisque nous aussi, on a des enfants à la maison. Pour réduire le taux de mortalité infantile dû aux accidents de circulation, un programme d'éducation au code de la route est initié dans les écoles primaires. Il a pour objectif d'instruire les tout-petits sur les méthodes de la traversée de la chaussée, la connaissance des feux tricolores et des bandes blanches. Plus de 1500 élèves du groupe scolaire Riviera Golf ont été enseignés sur les bonnes pratiques de la sécurité routière. Il y a dans nos programmes d'activité des projets de sécurisation des abords des écoles, donc à proximité des routes. Mais il y a également des activités qui visent à amener les enfants à savoir se prendre en charge dans leur déplacement sur les routes pour aller à l'école. Il y a des panneaux, et comme vous l'avez remarqué vous-même, lors des sketchs qui ont été présentés par les enfants, il y a eu disons, un passage en revue des éléments fondamentaux. Et ce qui prouve que les enfants ont été bien encadrés. Pour le projet pilote, nous avons fait produire tous les panneaux de signalisation routière, de même que les messages qui sont adressés aux enfants. Et nous comptons pour les 99 autres écoles qui ont été ciblées pour ce projet-là faire de même. Les élèves, eux, ne peuvent que se réjouir des enseignements reçus. Avant de traverser la route, je regarde à gauche et à droite. Ensuite, à droite et à gauche, je marche sur les bandes blanches. S'il y a une voiture, je m'arrête et quand la voie est libre, je passe. C'est très bon parce que ça nous protège contre les dangers de l'accident. L'éducation à la sécurité routière dans les écoles primaires est à sa phase de démarrage dans la commune de Cocody qui abrite plus de 29 000 élèves du primaire. Jouer sur la chaussée est très dangereux. Nous vous remercions. Un tout autre sujet à présent, la Côte d'Ivoire veut être émergente en 2020 et pour atteindre cet objectif, le pays doit résoudre plusieurs problèmes dont le chômage des jeunes. Comment alors faciliter l'accès des jeunes diplômés ou non au secteur d'emploi? On en parle avec Noussangaré. Jean-Marc est titulaire d'un brevet de technicien supérieur
en mines, géologie et pétrole. Lui, qui après avoir postulé plusieurs fois aux différentes offres d'emploi sans suite favorable, a décidé de se débrouiller dans un cybercafé de la commune de Cocody. Avoir accès à l'entreprise, c'est tout un tas de problèmes. Souvent, on nous reçoit à partir des vitres. Tu n'as même pas quelqu'un avec qui il faut échanger. Donc, on fait passer, puis bon, on espère. Si je voulais attendre l'entreprise, je ne serais pas assis ici aujourd'hui. J'allais m'asseoir et puis attendre à ce qu'on m'appelle parce que j'ai tellement postulé que j'attends à ce qu'on m'appelle un jour. Mais je ne l'ai pas fait. Si toi, tu ne travailles pas, peut-être que ton voisin travaille. Sinon, vraiment, je ne sais pas si les gens travaillent. C'est très difficile. On veut fuir même notre formation pour aller soit se retrouver à la fonction publique, même les concours encore qu'on passe pour les avoir. C'est vraiment un problème encore. L'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire, une question qui fait grincer les dents. Diplômés et non diplômés, logés à la même enseigne. Si vous nous donnez des formations, nous on les apprend. Maintenant sur le terrain, on nous dit là-bas que vraiment vous avez été mal formés. Je pense que le vrai problème, c'est l'État. Les Ivoiriens pensent que la difficulté réside au fait que le métier qu'ils ont fait dans les études, c'est la même chose qu'ils vont faire dans la vie active. Et pourtant, la vie active n'est pas ça. La vie active, c'est que quand tu termines tes études, tu trouves le premier boulot. Dans le premier boulot, tu auras des contacts et des relations qui pourront te permettre d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé en commençant tes études. C'est un problème de la formation et le marché de l'emploi. Bon, on pense que c'est inadéquat. Voilà, on n'arrive pas à mieux insérer les étudiants après leur formation. Voilà, parce que après la formation ici, ce que nous recevons comme enseignement n'a rien à voir avec ce qui se fait sur le terrain. Lorsque on postule à des offres d'emploi, ou même à des offres de formation, pour un seul poste, on fait asseoir plus de 50 personnes. Et après, c'est arrivé maintenant, on dit aux gens que votre parcours ne correspond pas. Or, vous avez postulé. C'est le problème du salaire qui pose problème. Quand tu es père de famille, il faut que tu arrives à nourrir cette famille, à les scolariser pour qu'ils aient un lendemain meilleur. Mais on n'arrive pas à le faire. La situation devenant très inquiétante, les chiffres sur le taux de chômage s'invitent dans le débat. Le ministre de l'Emploi affirmait en janvier dernier que le taux de chômage est à 2,8% en Côte d'Ivoire, selon une enquête sur la situation de l'emploi et le secteur informel. De son côté, un rapport de la BAD annonçait en mars dernier que le taux de chômage en Côte d'Ivoire se situe entre 70 et 90% lors du lancement de l'édition 2018 des perspectives économiques en Afrique. L'État ivoirien affiche sa volonté d'aider les jeunes à s'insérer dans le tissu socio-économique. Plusieurs actions sont donc menées, notamment la création d'un ministère d'emploi dédié à la jeunesse. Un ministère qui a mis en place l'agence Emploi Jeunes pour le financement des projets et la délivrance des formations qualifiantes. Bien que des efforts soient consentis par le gouvernement, les jeunes sont sceptiques quant à la question liée à l'emploi jeune en Côte d'Ivoire. Alerte à la pollution, l'Organisation mondiale de la santé annonce que 9 personnes sur 10 respirent quotidiennement un air trop chargé en particules fines. La pollution de l'air tue chaque année près de 7 millions de personnes dans le monde. Et pour faire front à ce tueur invisible, l'OMS va organiser le 30 octobre prochain en Suisse la première conférence mondiale sur la pollution de l'air et la santé. Avis maintenant aux célibataires et autres personnes à la recherche d'une relation durable. Facebook va se lancer sur le marché des sites de rencontres. Le réseau social a également insisté sur les efforts entrepris pour protéger les données de ses utilisateurs. Fin de l'ère du tout pétrole en Angola. Le pays se rabat désormais sur la pêche pour sauver son économie en proie à une crise profonde. Luanda compte ainsi sur ses 1600 km de côte le long de l'Atlantique. C'est peut-être l'une des clés du miracle économique promis à l'Angola par son nouveau président, João Lourenço. Ces poissons vont être transformés en farine animale puis exportés à l'étranger. Cette usine est idéalement située à Benguela, au beau milieu des 1600 km de côte du pays, le long de l'Atlantique. On fait 60 tonnes de poissons frais par jour. Ça revient à 12-13 tonnes de farine.
Mais l'usine ne tourne pas à plein régime, par manque de matières premières notamment. Si les autorités locales admettent le faible nombre de bateaux, elles répètent le message du gouvernement, la pêche a de l'avenir en Angola. Le secteur de la pêche contribue à l'économie autant au niveau de la province qu'au niveau national. À Benguela, ils sont plus de 13 000 à dépendre du secteur. En première ligne, les pêcheurs eux-mêmes, pour qui le fameux miracle économique se fait attendre. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de poissons. Alors les ventes sont faibles. Le gouvernement mise également sur l'agriculture pour soutenir l'économie du pays. Et il y a urgence. L'Angola tire 70% de ses recettes fiscales du secteur pétrolier. La chute des cours de l'or noir ces dernières années a plongé le pays dans le marasme. Aujourd'hui, plus de la moitié de sa population vit avec moins de 2 $ par jour. La situation en Arménie, la contestation a repris en soutien à l'opposant Nikol Pachinian. Les manifestants comptent bloquer tout le pays pendant une semaine jusqu'à la prochaine élection du Premier ministre par le Parlement. Le chef de l'opposition arménienne avait appelé hier ses partisans à une vaste campagne de désobéissance civile après le rejet de sa nomination comme chef du gouvernement par le parti au pouvoir. Un drame à Sao Paulo, au Brésil. Un incendie s'est déclaré hier dans une tour de 24 étages profondément délabrée. Cet immeuble qui était occupé par des squatteurs s'est effondré comme un château de cartes. Environ 44 personnes sont portées disparues. Enfin, 2 mai 2011, Oussama Ben Laden, ennemi public numéro 1 des États-Unis, est tué par des militaires américains. C'était lors d'une opération terrestre menée au Pakistan. De nombreux programmes de télévision sont alors interrompus pour diffuser cette information capitale. Le point avec Ami Koulibaly. Le président Barack Obama a annoncé que les États-Unis avaient tué le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, lors d'une opération commando au Pakistan. Le 29 avril 2011, Barack Obama est sur le point de s'envoler pour l'Alabama. Il doit faire le point sur les dégâts causés par les tornades. C'est à cet instant qu'il reçoit des informations permettant de planifier une attaque contre la cachette d'Oussama Ben Laden. Le président américain sait depuis août 2010 que Ben Laden se cache dans une résidence ultra sécurisée à Abbottabad, une ville du nord d'Islamabad, au Pakistan. Barack Obama donne le feu vert à une intervention. Les forces spéciales de la marine américaine planifient une attaque éclair. Après des semaines d'observation, les renseignements américains ont établi que le complexe construit en 2005 est protégé par des murs d'enceinte hauts de 4 à 5 mètres et surmontés de fils barbelés. À l'intérieur, d'autres murs séparent les différentes parties du site. L'accès est contrôlé par 2 portails de sécurité. Quelques fenêtres donnent sur l'extérieur. Une terrasse est protégée par un mur de 2 mètres. La propriété ne dispose d'aucune liaison téléphonique ni de connexion Internet. Le 1er mai 2011, peu avant minuit, à bord d'hélicoptères, les commandos américains se dirigent vers la propriété. Le 2 mai 2011, à minuit, 3 hélicoptères étaient en survol, puis des tirs éclatent en provenance du sol. Il y a eu des échanges de tirs. Les forces spéciales posent le pied à terre et s'engouffrent dans la propriété. Les militaires pakistanais empêchent tout accès à la zone de combat. Toujours le 2 mai 2011, minuit 30, les combats sont violents à l'intérieur du complexe. À l'extérieur, les habitants n'ont aucune idée de ce qui se joue à quelques centaines de mètres de chez eux. Les responsables pakistanais, pas plus. Minuit 40, les Navy Seals ressortent du complexe en emportant le corps d'Oussama Ben Laden. Au bout de 40 minutes de combat, ils ont également tué l'un des fils d'Oussama Ben Laden, une femme et 2 gardes du corps. Une fois la frontière avec l'Afghanistan franchie, ils confirment que l'intervention est un succès. Washington, 22h, heure locale. Les journalistes accrédités à la Maison-Blanche reçoivent une convocation pour une conférence de presse urgente. Barack Obama téléphone à Bill Clinton et George Bush, ses 2 prédécesseurs à la Maison-Blanche, pour les informer de la mort de Ben Laden. 23h37, Barack Obama déclare dans une intervention télévisée: Ce soir, je suis en mesure d'annoncer aux Américains et au monde que les États-Unis ont mené une opération qui a tué Oussama Ben Laden, le dirigeant d'Al-Qaïda, un terroriste responsable du meurtre des milliers d'innocents.
justice est faite. Très bonne suite des programmes sur RTI2. Merci de nous avoir suivis.